Vous voyez le partage, vous voyez Est-ce que vous voyez le cours? Oui. Très bien. Alors, merci. La dernière fois, on a parlé on a parlé de la protection des données personnelles. Donc aujourd'hui, on va voir les logiciels libres. Donc comment, puisque on parle d'Ayman, on parle du droit d'auteur dans l'environnement numérique. Voilà. Alors, on va prendre le cas des logiciels libres. C'est quoi un logiciel libre? Donc, le logiciel a une licence libre. Donc, le choix d'une licence libre ou d'une licence propriétaire pour la diffusion des développements logiciels réalisés dans le cadre d'un projet doctoral dépend de l'utilisation envisagée de ce logiciel, de la stratégie de valorisation. Donc, un logiciel est considéré comme libre si l'utilisateur a la liberté de l'utiliser, d'avoir accès à son code source pour comprendre son fonctionnement, de le modifier, diffuser le logiciel ainsi que ses modifications. C'est sûr, Thomas, vous avez déjà travaillé, vous avez entendu parler des logiciels libres. Les logiciels, on peut les télécharger. Donc, ce sont des logiciels libres. Ils sont fonctionnels. Une fois téléchargés, on peut travailler avec. Par exemple, la différence dans les autres logiciels qui ne sont pas libres. Là, il y a des logiciels, comme c'est mentionné, on peut accéder à leur code source pour comprendre leur fonctionnement. On peut les modifier, on peut les diffuser après modification. Donc, on a la main pour le faire. Parmi ces logiciels qui sont libres, il existe plusieurs catégories. On parle de logiciel libre, automatiquement, on a une licence. N'importe quel logiciel a une licence. Parmi les licences des logiciels libres, on a les GNU, les GPL, les LGPL, le CUCIL. Ce sont des exemples de licences libres. On va voir c'est quoi les GNU, les GPL. Alors, bon, la licence, on va commencer, ou bien on l'appelle la licence GNU ou bien GPL. Lorsque vous trouvez la licence, c'est la même chose. C'est la licence la plus utilisée pour les logiciels applicatifs en data science. Tout ce qui est on travaille avec dans tous les domaines de la science, que ce soit dans le domaine de technologie, toutes branches confondues. Elle est surtout connue comme étant la licence de R. Elle se base sur 4 libertés. Donc, lorsque vous trouvez la licence ou les fonctionnalités, donc la liberté d'utiliser le logiciel à n'importe quelle fin, donc quel que soit le domaine d'utilisation de terre, vous pouvez le faire. La liberté de modifier le programme pour répondre à ses besoins. Donc, des fois, les logiciels, par exemple, une fois qu'ils sont publiés, ils ont des limites de fonctionnement. N'importe qui peut accéder à leur code de source et il peut les modifier, c'est-à-dire il va faire une extension, c'est-à-dire il va avoir beaucoup d'outils
pour travailler avec. La troisième fonction, c'est la liberté de redistribuer des copies à ses amis et voisins. Donc, là, je peux vous envoyer, vous pouvez envoyer une copie de ces logiciels à vos amis, ainsi de suite. La liberté de partager avec d'autres les modifications qu'il a faites. Donc, si vous avez fait des modifications sur le logiciel, vous pouvez aussi partager le logiciel avec vos proches ou vos amis. Donc, généralement, le logo les logiciels libres, si vous voyez, par exemple, si vous allez télécharger un logiciel dont vous avez besoin, vous allez trouver le logo, le GPL. Donc, c'est un logiciel libre. Donc, on peut travailler aisément avec ce logiciel. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, le deuxième type de logiciel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le logiciel qui ont une licence LGPL. Il s'agit d'une évolution de la licence GPL pour la rendre plus souple à l'utilisation en combinaison avec des logiciels propriétaires. Maintenant, avec les logiciels on peut les combiner avec d'autres logiciels. Par exemple, on peut combiner, si on prend l'exemple de l'AutoCAD de Covadis, par exemple. Donc, on peut prendre une carte ou un plan de l'AutoCAD où on va l'intégrer le Covadis, on va travailler avec, ou avec d'autres, la même chose aussi. On peut travailler, par exemple, le SIG, le système d'information géographique, l'ArcGIS ou bien l'ArcMap, et on peut c'est-à-dire exporter le plan le Covadis. Donc, c'est ce qu'on appelle des licences LGPL. Le logo, donc, le LGPL autorise à lier le programme sous cette licence du code non LGPL sans pour autant révoquer la licence. Yani, on peut toujours combiner les deux fonctionnalités dans les deux logiciels. Le logo, donc, pour vous trouver LGPL, donc c'est un logiciel, la licence, c'est un logiciel libre. Voilà, donc ce sont les plus connus, les NU, les GPL et les LGPL. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Que vous m'entendez? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Oui, madame, merci. Merci. Donc, le cours. Alors, voilà. Donc, ce sont les logiciels libres. Pour ne pas vous encombrer, donc on va passer la phrase Kamel. Donc finalement, toutes les licences libres contiennent une clause de limitation de responsabilité, indiquant que le logiciel est fourni en l'état et que l'auteur ne garantit aucunement les performances ou l'adéquation du logiciel aux besoins de l'utilisateur. Donc, maintenant, les auteurs les logiciels, pour protéger les auteurs, ont ce qu'on appelle une clause de limitation de responsabilité. Yani, en cas où, par exemple, vous n'allez pas trouver de bons résultats avec ce logiciel, l'auteur n'est pas responsable. Donc, c'est un logiciel libre
ils l'ont fait, donc l'accès il est facile, il est accessible. Les auteurs ne sont pas responsables de tout ce qui suit. Donc, ils sont protégés. Voilà, maintenant on va voir le droit d'auteur dans l'Internet et le commerce électronique. Donc, directement, on va voir c'est quoi un domaine. Généralement, chaque ordinateur relié à Internet possède une adresse électronique représentée par une suite de 4 chiffres séparés par des points, ce qu'on appelle un identifiant. Donc, les chiffres ou les lettres, on appelle le DNS, c'est-à-dire le nom du système du domaine. Il est organisé en zones de nommage national et international. On va voir c'est quoi le domaine exactement en détail, de quoi il est composé. Premièrement, vous avez un préfixe. Donc, les préfixes, vous les avez déjà vus. On peut avoir http www ou bien http://r ou bien donc en général, ce sont les domaines qu'on peut. Il suffit de trouver n'importe quel site ou lien. Donc, vous allez trouver les préfixes. Avec www signifie le World Wide Web. Donc, deuxièmement, on va trouver un radical. Le radical, comme choisi par le déposant, par exemple, vous allez trouver Yahoo, par exemple. Et un suffixe également, par exemple, .com ou bien .fr. Donc, le domaine fait 3, fait un préfixe, fait un radical et un suffixe. Donc, on va passer directement pour ne pas. On va voir c'est quoi le cyber squatting. Donc, il se définit comme le fait pour une personne, il se définit comme le fait pour une personne d'usurper le signe distinctif, de s'approprier le signe distinctif d'autrui en l'enregistrant en nom de domaine avant de tenter de lui revendre au prix fort. Des fois, il y a des personnes, c'est comme c'est le piratage. Ils vont, c'est sûr que vous avez déjà entendu de ce genre de piratage où, par exemple, il y a des gens, ils peuvent accéder au code source, les logiciels, et bien sûr, ils vont le modifier, mais ils vont le modifier dans le mauvais sens. Là, c'est pour porter atteinte les logiciels, par exemple. Des fois, ils lancent des virus. Ça dépend de la manière dont ils vont pirater les logiciels. Quel est le but réel de l'opération? C'est que c'est-à-dire ils vont négocier avec les auteurs des logiciels. Comment? Donc, ils vont, par exemple, demander des prix pour redonner la bonne fonctionnalité de logiciel. Donc, c'est ça le piratage. C'est ça le but principal. Ou là, carrément, c'est pour, par exemple, il y a des auteurs qui ont créé des logiciels où ils ont eu vraiment un casting qui est très important, où tout le monde en parle. Donc, par exemple, par jalousie ou par concurrence, on essaye de porter atteinte à ces logiciels. Est-ce que vous suivez? Très bien. Alors, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, sinon, tant qu'il n'y a pas de questions, je vais continuer puisque c'est la dernière séance.
Euh, donc, pour ne pas à chaque fois vous demander est-ce que vous avez compris, voilà, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Maintenant, on va parler de, bien sûr, en cas de conflit entre noms de domaines, des fois, il y a deux domaines, des auteurs qui ont créé des domaines, وبعد يوقع un conflit ما بيناتهم. Là, comment on a des problèmes? On va revenir à la date du commencement d'exploitation des noms de domaine et non la date d'enregistrement qui compte. Yani, on va prendre en considération lequel de ces deux domaines qui a commencé l'exploitation, qui a commentation de ce domaine. Alors, maintenant, on va voir. Donc, on a parlé de droit des noms du domaine. Deuxièmement, on va parler de la propriété intellectuelle sur Internet. Devant l'intensification de l'utilisation d'Internet, que ce soit pour vendre, communiquer, échanger, informer, par un nombre d'acteurs de plus important et différents, entreprises, associations, institutions, tout étudiant en informatique doit pouvoir comprendre et maîtriser les bases du droit liées à Internet et à acquérir une connaissance de l'environnement juridique relatif à l'utilisation de cet outil. En tant qu'étudiant ou en tant que chercheur, vous devez savoir comment ça fonctionne, c'est-à-dire sur l'Internet. Quelles sont les limites, quelles sont les clauses, quelles sont c'est-à-dire notre accessibilité, donc quelles sont nos limites d'utilisation. Donc vous devez le savoir. Alors, par exemple, si vous avez créé un site logiciel, voilà, je ne sais pas, pardon, si vous avez créé un site sur l'Internet, voilà, vous avez créé un logiciel, n'importe quelle création. Il faut protéger vos droits sur cette propriété. Donc, la propriété, elle est à vous, donc il faut la protéger. Comment le faire? Comment protéger, par exemple, le site web? Alors, par exemple, il faut faire enregistrer votre marque. Il faut enregistrer le nom du domaine. Envisager de faire breveter les méthodes commerciales en ligne et dans les pays. C'est-à-dire, par exemple, quand il s'agit d'une invention, il faut avoir comme on dit, c'est bara'at al-ikhtiyara, c'est ça le brevet. Faire enregistrer votre site web et le matériel protégé au titre du droit d'auteur. Donc, si vous avez créé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un protocole à suivre vous devez remplir qu'il y a des documents qu'il faut, qu'il y a des contrats qu'il faut signer, qu'il y a des documents qu'il faut remplir. C'est pour protéger votre invention, votre droit de propriété de ce site Internet, par exemple. Aussi, il faut faire preuve de prudence en ce qui concerne la divulgation de vos secrets d'affaires. Bien sûr, il faut faire très attention parce que si on divulgue les secrets, par exemple, le fonctionnement le logiciel comme par exemple donc vous allez avoir des problèmes, ou bien vous allez avoir des concurrents qui vont essayer de vous imiter et de faire la même chose. Et bien sûr, il faut envisager de souscrire à une police d'assurance en matière de propriété intellectuelle. Donc, l'assurance, c'est comme l'assurance d'une voiture ou bien l'assurance d'une maison. Donc, il faut faire une police d'assurance. Comme ça, vous serez protégé. La deuxième méthode pour protéger le site web,
c'est informer les visiteurs de votre site que son compte. Donc, il faut n'importe quel utilisateur de ce site, il doit savoir que le site il est protégé ou là, il n'est pas protégé. Comment il peut le savoir? Par exemple, on fait des marques de symboles R. Si vous trouvez le R qui est dans un cercle, le site il est protégé. Ou bien on trouve les abréviations TM, SM, voilà, des fois même le symbole c'est-à-dire c'est le terme copyright. يعني le droit d'auteur de le site, ils sont protégés. Donc, lorsque vous trouvez des abréviations R ou bien C ou bien TM ou SM, c'est-à-dire que le site il est protégé. Deuxième chose, on va parler de copyright et copyleft, je ne sais pas laquelle c'est écrit. Lorsque vous trouvez le copyright, l'auteur il est protégé. Les droits d'auteur sont protégés. Il y a aussi des sites d'internet où en même temps vous allez trouver des copyleft. C'est-à-dire, le droit aussi des utilisateurs, il est protégé. Si vous allez utiliser le logiciel, si vous faites entrer, par exemple, vos données, voilà, les données, sachez bien qu'ils seront protégés. Voilà. La troisième façon pour protéger, c'est pour comment protéger le site web. Donc, on a parlé de protéger les droits de propriété intellectuelle, informer les visiteurs que le site il est protégé. Troisièmement, c'est faire savoir aux utilisateurs comment ils peuvent utiliser le contenu du site. Donc, lorsque vous créez un site, bien sûr, il faut le faire, c'est-à-dire il faut expliquer la façon, comment ça fonctionne, quelles sont les limites de le site. Parce qu'il y en a comme ça, les visiteurs sauraient au moins ce qu'ils sont autorisés à faire. Est-ce que, par exemple, ils sont autorisés à créer des liens, à télécharger, à imprimer, ainsi de suite. Donc, les utilisateurs doivent le savoir. La quatrième façon de protéger les sites, c'est de contrôler l'accès au contenu de votre site web et son utilisation. Donc, vous pouvez... c'est-à-dire vous pouvez prendre des mesures pour le protéger. Comment le faire? Par exemple, on va faire des contrats en ligne. Laquelle vous vous souvenez, je ne sais pas, c'est sûr que lorsque vous essayez d'installer un logiciel sur votre PC, par exemple, une fois qu'il commence à l'installer, il y a une fenêtre qui s'ouvre où il y a un contrat, c'est-à-dire on vous dit de lire quels sont vos droits sur le site. Si vous êtes d'accord, alors lorsque vous appuyez sur accepter, donc l'opération de l'installation, elle va continuer, sinon elle va s'arrêter. Donc, c'est ça ce qu'on appelle des contrats en ligne. Ou bien carrément, on va par exemple utiliser ce qu'on appelle le cryptage. Le cryptage, on va voir une partie de le logiciel, les fonctionnalités de ce logiciel, et l'autre, on ne peut pas le voir.
le cryptage, on peut par exemple le voir lorsque vous faites des recherches sur n'importe quel thème, vous tombez sur sur des livres surtout, ou là, sur une thèse, ou là, des fois vous voyez juste les 3-4 premières pages. Vous allez trouver la page, elle est invisible. C'est ce qu'on appelle le cryptage. Donc, c'est une façon de protéger. Des fois, on vous demande si vous voulez voir l'intégralité de l'article, il faut payer. La même chose pour les logiciels. Donc, pour l'installer, des fois, ce sont des logiciels payants, ou bien vous allez contacter les auteurs ou bien les sites pour vous donner la main, ou bien s'il s'agit d'un logiciel payant, pour payer. D'accord? Oui, madame. Voilà, merci. Alors, donc on va parler juste le point. Alors, vous pouvez fournir uniquement les versions. Donc, des fois, la qualité le produit qui est sur une Internet, elle est insuffisante. C'est-à-dire, par exemple, ce sont des images où la qualité, si vous voulez télécharger les images, vous pouvez les télécharger, mais la qualité, elle n'est pas bonne. La qualité, elle est mauvaise. Donc, ce sont des sites qui sont protégés. Enfin, vous avez les empreintes numériques. Elles sont comparables à des numéros de série masqués grâce auxquels vous pouvez identifier le client qui n'a pas respecté son accord de licence en fournissant l'objet protégé. Donc, ce sont c'est comment contrôler le contenu de votre site web. Maintenant, on va parler du droit du site de commerce électronique. Juste, on va voir c'est quoi le commerce électronique. C'est sûr que je sais pas, peut-être une partie de vous, pas la majorité, vous l'avez utilisé. On va faire une opération sur l'Internet, le commerce électronique. Par exemple, ce qu'on appelle le cybercommerce. Dernièrement, il y a des publicités sur des sites de vente de produits, par exemple. Alors, comment vous allez le faire? Vous allez payer électroniquement. Ça se passe généralement, comment ça se passe pour les commerces électroniques? On a une carte bancaire, par exemple. Il suffit juste d'intégrer les coordonnées. La même chose, maintenant, on le fait avec... si on prend l'exemple en Algérie, la plus simple, c'est la carte Dahabia. Avec cette carte, on peut maintenant payer, par exemple, les billets d'avion ou bien payer les factures. C'est ce qu'on appelle le commerce électronique. Voilà. Donc, il faut juste, on va parler de la loi la loi. Donc, la loi algérienne comme la loi française ne donne aucune définition du commerce électronique. Par contre, elle donne la définition de l'acte du commerce en général dans l'article 2 du Code de commerce algérien. Donc, il n'y a pas de loi exacte sur le commerce électronique, mais c'est une loi qui concerne le commerce en général. Voilà. Alors, maintenant, on va passer... on va voir... C'est quoi un brevet? Le brevet...
Donc, directement, on va pour Harry, c'est... Les brevets, yani, c'est comment protéger une invention. Donc, quelle que soit l'invention تاعكم. Donc, le brevet, c'est une propriété industrielle qui protège une innovation technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique. Par exemple de brevet, si vous avez fait une invention, vous avez créé un produit, un nouveau produit, par exemple, donc là, ça revient, donc c'est votre propriété. Vous avez créé une application, c'est votre propriété. Comment le protéger? Vous allez déposer au niveau de l'Institut national de propriété industrielle, l'INPI, vous avez déposé le brevet, ce qu'on appelle le produit que vous avez inventé, il revient à vous. Votre dossier, bien sûr, il doit mettre beaucoup de temps parce que il doit passer par plusieurs membres qui vont examiner le travail. Est-ce que votre invention n'a pas été copiée, par exemple? Ça va durer aux environs de 18 mois. Si tout va bien, maintenant, vous avez votre brevet. Donc, l'invention, vous êtes son propriétaire. Comment le protéger? Le brevet permet de protéger une invention technique, voilà, théorie mathématique. Juste, lorsqu'on parle d'invention, on dit qu'il exclut une règle de jeu, un concept ou une théorie mathématique. Ils sont exclus du brevet. Donc, si vous allez découvrir une théorie de mathématiques, par exemple, ou une règle de jeu, ou un concept, c'est-à-dire, vous n'allez pas déposer un dossier pour brevet sur ça. Donc, ils n'entrent pas dans le domaine du brevet. Bien sûr, le brevet, lorsqu'ils vont examiner le travail تاعكم, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau, c'est une implication d'une activité inventive, يعني c'est-à-dire l'invention ne doit pas être évidente pour une personne au fait de l'état de la technique de l'époque. يعني l'invention n'a pas été créée من قبل. Sinon, comme c'est écrit, un juge, par exemple, il peut faire tomber le brevet si quelqu'un qui revendique, il va dire le travail c'est le mien, ou une partie de ce travail, c'est-à-dire elle lui revient. Donc dans ce cas on parle plus donc l'invention que vous avez déposée, on va pas l'accepter. Et bien sûr le brevet, l'invention que vous avez fait لازم تكون d'application industrielle, يعني الناس راح يستفادوا منها, sinon ça n'a aucun sens. Alors maintenant, le droit dans un brevet, on va les dépasser parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de détails. Donc, ce sont les demandes de brevet en Algérie, dans le monde, vous pouvez Inch'Allah, il suffit de faire l'invention, c'est rien du tout, la demande de brevet. Il suffit d'aller dans le site à l'INPI, vous allez trouver la procédure à suivre pour faire une demande du brevet. Il y a autre type de propriété industrielle, ce qu'on appelle les marques, les dessins et les modèles.
يعني lorsqu'on fait par exemple une marque ou un dessin ou un modèle de une marque, par exemple, une marque d'un produit Coca-Cola ou je ne sais pas, là on fait un dessin ou un modèle d'habillement في المثال. Donc هذا aussi ce sont des propriétés intellectuelles. La marque elle peut être un signe verbal, mot, phrase, slogan, etc. Une signe figuratif, par exemple l'image ou un logo. Aussi, elle peut être un signe sonore, يعني son ou un clip sonore, c'est une propriété. C'est une propriété industrielle. Généralement, lorsque on les voit beaucoup dans les publicités, chaque produit a son image, a le dessin d'art, a le logo, a aussi les bips sonores ou la musique qui la publicité. Donc, ça revient, ce sont les propriétés d'une marque. Ce sont les caractéristiques d'une marque. Alors, maintenant, on va voir le secret. Donc, le secret. Le secret, bien sûr, c'est n'importe quelle invention, elle doit être protégée par le secret. Donc, pour n'importe quelle invention, que ce soit brevetable ou non brevetable, ils doivent obéir un secret. Donc, c'est un secret professionnel, il ne faut pas le divulguer. Le secret, donc, quel que soit, que ce soit dans la propriété intellectuelle ou la propriété industrielle ou dans le domaine du travail, donc on est maintenu par le secret. Alors maintenant, on va voir c'est quoi la contrefaçon. Alors, donc, c'est pas bien expliqué. Donc, j'ai essayé de vous faire juste quelques définitions que vous devez les retenir. J'ai essayé de vous simplifier la tâche. Donc, la contrefaçon, on sait c'est quoi la contrefaçon. Donc, elle se définit comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire. Il peut s'agir d'une marque, d'un modèle, d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'un logiciel, ainsi de suite. Donc, c'est ça la contrefaçon. Maintenant, on va voir c'est quoi les indications géographiques et comment on essaie de les protéger. Une indication géographique, c'est une marque, une appellation ou un symbole appliqué à certains produits ou services qui correspondent à une localisation géographique ou à une origine spécifique, par exemple une localité, une région ou un pays. Yani, c'est un produit qui est spécifique. هو خاص بمنطقة من المناطق يعني une région في هذا وين عندها bien sûr sa position géographique اللي مشهورة بها. Elle est connue le produit هذا اللي qu'elle le fait. Est-ce que, par exemple, vous avez une idée sur est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un produit où on a une indication géographique en Algérie, par exemple? Est-ce que vous avez une idée? Oui.
Alors, par l'indication géographique, lorsque vous trouvez IG, maintenant c'est une indication géographique. Voilà, on l'a fait exporter. Et aussi, les figues, avec une indication géographique où à travers le monde, il y a spécifique l'Algérie. Voilà. Donc, c'est un exemple simple d'indication géographique. Maintenant, on va voir, par exemple, comment protéger les indications. Désormais, les produits agricoles bénéficient d'une indication géographique protégée selon l'arrêté ministériel du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche du 5/5/2016 fixant les règles relatives à la procédure de reconnaissance des appellations. Donc c'est une depuis l'arrêté HAVA, donc les règles, lorsqu'on va voir, on va consulter l'arrêté, on va voir les règles qui sont relatives à la reconnaissance des appellations. يعني ونكمل فيهم c'est-à-dire leurs moyens de protection les produits. Alors, les labels, attribution du label de la qualité du produit agricole. Le label, c'est une nomination de quelque chose qui est meilleur, qui a une reconnaissance mondiale. Par exemple, si on prend le cas de Degletnor, elle est très connue. Donc, la date Degletnor est là où les fixages de Beni et Maouche bénéficient d'une indication géographique protégée selon l'arrêté interministériel du 31 octobre 2016 par le ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire le produit il est protégé, son propre signe, ses couleurs, son logo. C'est une propriété industrielle et c'est une propriété agricole. Donc, si quelqu'un il essaie de faire d'imiter, par exemple, il va vendre toujours les dates qui sont pas de Degletnor. C'est-à-dire il va faire une contrefaçon, il va utiliser la même couleur, les mêmes boîtes, les mêmes logos de Degletnor, il va mettre son produit et pour le vendre, c'est de la contrefaçon, il va être pénalisé pour ça. Maintenant, on parle de voilà. Quels sont les traités internationaux sur les indications géographiques? Les traités internationaux, donc ce sont des traités administrés par l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ils établissent des normes générales de protection. Par exemple, parmi les traités, il y a la Convention de Paris. Il y a l'arrangement si vous voulez, ils sont sur l'Internet. Il y a l'arrangement du Madrid concernant la répression des indications de provenance fausse ou fallacieuse des produits. Il y a l'arrangement de Lisbonne. Il y a aussi l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international. Il y a aussi le protocole relatif à l'arrangement concernant l'enregistrement international des marques. Donc, أي marque, par exemple, si on prend دايما نرجعوا لديغلتنور ولا هذو les fixages, عندهم une protection internationale وين راح يدخلوا في هذا السيستم d'organisation mondiale de la propriété intellectuelle وين عندهم un numéro de série donc هذا le traité راح يطبق عليهم puisque هما ce sont des labels de production. Maintenant, comment on va protéger les propriétés intellectuelles?
Donc, c'est en dernier, c'est la protection et la valorisation intellectuelle. Il y a plusieurs manières de le faire. J'ai essayé de simplifier. Donc, il faut recenser vos actifs immatériels valorisables, base de données, clientèle, propriété. Bien sûr, pour protéger mes biens, d'abord, je vais faire un recensement. Ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Je peux pas laisser sans compte, voilà, sans savoir exactement ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Donc, il faut faire un bon recensement. Par exemple, tu as une base de données, il faut bien savoir, est-ce que par exemple, on trouve des données sur le climat, des données sur l'habitation et ainsi de suite. Il faut bien recenser vos données. La deuxième façon, c'est évaluer la valeur le plus précisément possible. Donc, si vous avez une propriété intellectuelle, il faut savoir d'abord évaluer la valeur par vous-même d'abord. Vous devez l'évaluer avant de la publier. C'est-à-dire, il faut, par exemple, bien préciser l'utilité. Si on prend le cas toujours dans le logiciel, si vous allez créer un site, par exemple, ou un logiciel, il faut bien préciser la fonctionnalité de cette invention, quelles sont ses limites, quels sont ce que les auteurs ont de droit, ce que les utilisateurs ont comme droit, et ainsi de suite. Le troisième point, c'est appliquer les principales méthodes d'évaluation financière. Alors, comment on va évaluer? Il y a, parmi les méthodes les plus utilisées, il y a ce qu'on appelle les méthodes dites patrimoniales. Donc, les méthodes, elles visent à évaluer les actifs de l'entreprise, tout ce qu'elle possède l'entreprise, et à en soustraire la valeur de ses dettes, les dettes, pour obtenir l'actif net appelé encore situation nette. Donc, comme tout à l'heure, pour recenser les actifs donc, pour recenser, faire une évaluation exacte de ce que vous avez, vous devez donc mettre d'abord d'un côté, évaluer ce que vous avez, ce que vous possédez. On va soustraire la valeur les dettes, c'est-à-dire quand vous avez des dettes, quand vous avez des charges, on va les soustraire et enfin, on va obtenir l'actif net. C'est ça le recensement. Je sais ce que j'ai, donc je vais faire l'équation et je vais avoir ma situation. Donc, je vais connaître ma vraie, où j'en suis. La deuxième méthode pour évaluer l'évaluation financière, il y a ce qu'on appelle la méthode de rendement. La méthode, elle vise à estimer la capacité future de l'entreprise et à dégager les bénéfices, puis en déduire sa valeur en tenant compte du risque de non-réalisation de ces bénéfices. Donc, le rendement, c'est comme le rendement à la pompe. Si j'ai fait une invention ou créé n'importe quelle propriété, je suis le propriétaire d'une propriété intellectuelle ou industrielle. Donc, il faut que j'estime, lorsqu'on parle d'entreprise, bien sûr, c'est industriel. Donc, je dois savoir est-ce que le projet il est rentable, est-ce qu'il a un bon rendement, est-ce que je peux dégager des bénéfices de ce projet ou là. Et bien sûr, c'est ça. Donc, c'est pour une fois que je vais avoir une idée sur le rendement, maintenant, je peux déduire sa valeur. Est-ce que le produit, il a une valeur ou là, il ne l'a pas. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette matière. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, Raouf. Oui, Hasbla, oui. Claire, madame. D'accord. Donc, si, je ne sais pas si, j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, Hasbla, oui. Je m'excuse, mais madame, j'ai pas compris. Alors, laquelle, si vous n'avez pas de questions, je ne sais pas laquelle, si le délégué est là, normalement, Oui, je suis là, madame. oui, là, c'est. Alors, pour l'examen, parce que je pense que vous êtes au courant, mais on va le faire à distance. Pour la date de l'examen, et comme vous avez avec le lundi prochain, vous avez le premier comme Intero. vous avez interrogation pour les hydrauliques des réseaux. Donc, ça sera le lundi d'après, le 8, pour le 8 mars, pour l'évaluation de le module éthique. Et combien la durée, madame? 1h30. Donc, je vais vous envoyer le fichier. Et ensuite, vous allez me le rendre. Et bien sûr, il ne faut pas dépasser 1h30. Donc, oui. على قداش تبعتيه؟ Donc, l'examen, est-ce que on le fera à peu près vers 9h, 9h30. Donc, ça sera à 9h30. Vous aurez. نرجعوا لك على 11 maximum. Voilà, le maximum à 11h. مادام pour l'intero ما قلتيناش واش لازم واش يطيح لنا يعني قلتي لي نقول لك السمانه هذه مازال ما قلتيليش. Oui, pour l'interro, vraiment, il se peut aussi que je vais faire des variantes, hein, parce que la matière en particulier, elle m'a fait des exercices, donc c'est difficile de faire l'évaluation à distance, c'est pas facile de le faire. Donc, c'est sûr que je vais faire des variantes d'entre vous. Donc, ce que je vais faire, je vais vous envoyer. Normalement, j'ai vos emails. Je vais. بون كاين اللي جاو خروطار مادام عندها بات لك لا ليست ليما جديده دونك هكذا باش يلحق لهم كامل دونك واحد ما يلحقلوش ولا ما يكونش عنده بروبليم. كيفاه؟ قلت لك كاين اللي جاو روطار يعني مادام بات لك مد لك لا ليست دي زيماي جديده دونك مادام باتها لك ايوا جداو d'accord. Donc je vais envoyer, je vais faire des variantes. Donc je vais choisir des variantes. يعني chaque, je sais pas, j'ai pas encore décidé combien de variantes, mais je vais faire des variantes et je vais vous envoyer les fichiers. Voilà, je l'envoie. Je vais le faire. Chaque étudiant le sujet تاعو. La même chose, je vais essayer de le faire le délégué pour une photo sur la page, voilà, je ne sais pas. Mais comment je vais les faire? Comment je vais m'assurer que les étudiants كامل وصلهم? Je vais. يريبونديو لك يقولوا لك bien reçu. Bien sûr. Donc, non, c'est pas ça. Non. Bien reçu. Il peut prendre son temps, mais il va me répondre bien reçu. Donc, je vais vous envoyer un travail où il y a un mot-clé dans le travail. Une fois que vous avez reçu, ça sera le même mot-clé pour tout le monde. Donc, bien, vous allez l'afficher, vous, Nassim, dans la page, ou là, je vais pour le mail à chaque étudiant. D'accord? Parce qu'il se peut que l'étudiant, il reçoit le travail, où il ne va pas répondre tout de suite, il va prendre tout son temps pour le faire. Après une demi-heure ou 1 heure, il va accuser réception, mais le travail va se louper. Mais madame, قلتوش نريفيزيو quel chapitre? Ah non, maintenant vous avez tout devant vous. Ça sera tout.
يطيح كلش تسمى ريفيزي كلش. Vous êtes bien sûr. Vous avez l'offre, c'est comme si c'est un examen avec un document autorisé. Ouais, donc ça sera tout. D'accord. Oui, Bakir. D'accord. Madame, pour l'examen تاع éthique تقدري تزيدينا 10 minutes le temps اللي نبعثوا لك فيه باسكو parfois تكون كونيكسيون ثقيله صارت لنا ديجا في الانتيرو تاع مسيو حصار. كيفاش يعني؟ اسك تقدري تزيدينا 10 minutes على 1h30 في l'examen تاع éthique هذاك الوقت اللي نبعثوا لك فيه. انتم vous envoyez parce que lorsque vous allez m'envoyer le travail تاعكم, et bien sûr je vais voir l'heure de بعثتو فيها. Donc ça sera pas plus de 5 minutes.